c'est l'influence B2B. Mon ambition, c'est d'être numéro 1 français, numéro 1 mondial de cette verticale. Je me rends compte qu'en fait, le business, j'aime bien, mais moi, j'aurais rêvé d'être un artiste, tu vois. Et c'est ça que je veux faire, quoi. Je dis pas qu'il faut le faire de manière bête et méchante et industrielle, mais un peu quand même. Moi, je pense que même dans l'artistique, même dans le plaisir, il faut y mettre de l'organisation et de la rigueur. Là, on prend petit-déj. Moi, je me rappelle, je me bourrais de bonbons. Et en fait, je vis deux rêves en un. Enfin, moins libre qu'un entrepreneur. Je quitte une prison pour une autre prison, mais qui paraît plus dorée. C'est une sorte de speakeasy en fait. En fait, quand tu arrives ici, parce qu'en fait, de base, oui, parce que là, c'est pas c'était une sorte de bar. Ouais. Et en fait, tu arrivé dans le bar, tu pouvais prendre ton café et tout. Et là, en fait, tu arrivé dans la porte de frigo et en fait, en bas, tu as plein de setups de podcasts. Moi, c'est la première fois que je tourne ici là en mode table. Ok. Mais en bas, c'est plus des trucs en mode fauteuil. Ok. Tu as une ambiance, c'est Orange is the New Black. Tu as une ambiance un peu cosy, feu de cheminée. Et tu as une ambiance avec des gros couffins en mode cocoon, quoi. C'est stylé ce qu'ils ont fait quand même. Ouais, très cool. Très très cool. Bon Hugo, Yes. on se retrouve pour cette vidéo backstage. Allez, let's go. Je pense que je vais commencer par une question toute simple. Yes. Je pense que c'est important de mettre un peu de contexte. Qui es-tu? Moi, alors, quand on me pose cette question, du coup, j'ai une réponse faite comme une poésie et je dis que je m'appelle Hugo Benz, que j'ai 37 ans, que je suis marié, heureux papa d'une grande Juliette qui a 9 ans, qu'accessoirement, du coup, je suis entrepreneur depuis maintenant une quinzaine d'années, presque une quinzaine d'années, avec la particularité d'avoir monté pas mal de boîtes. J'étais pendant une dizaine d'années dans le textile personnalisé. J'ai monté pas mal de sociétés sur différentes verticales. La plus connue d'entre elles que j'ai cofondée s'appelle Kimono, qui existe toujours, que j'avais cofondé avec Olivier Ramel. Olivier, qui est venu avec nous sur le Mont Blanc. Et depuis 3 ans, j'ai monté un startup studio qui s'appelle La Chapelle. Pendant 2 ans, j'ai un peu cherché ce que je voulais faire avec ce studio. Donc, j'ai monté pas mal de verticales, j'ai testé pas mal de choses. Peu à peu, j'ai bien vu que j'allais très vite vers un peu ces nouveaux métiers de la creator economy B2B, ces métiers de l'influence. Et là, vraiment, depuis le début de l'année, je suis full focus sur une seule verticale, c'est l'influence B2B. Mon ambition, c'est d'être numéro 1 français, numéro 1 mondial de cette verticale, en fait, qui est un nouveau marché où le but, c'est de faire rayonner les boîtes B2B, donc principalement des SaaS, mais pas que, auprès du coup des audiences de ces nouveaux influenceurs et influenceuses, ces nouveaux créateurs et créatrices de contenu, avec des terrains de jeu qui sont plutôt LinkedIn, les podcasts, YouTube, les newsletters. Franchement, Instagram, là, qui va arriver aussi très fort. Tous les créateurs de contenu B2B se mettent vachement sur Instagram aussi. Donc, c'est un terrain de jeu énorme que je trouve passionnant, avec des beaux enjeux, parce qu'à chaque fois que je l'explique, c'est que c'est pas les mêmes audiences. Une audience B2C où tu vas vendre des gourdes à 39 €, c'est pas la même qu'une audience B2B où tu vas vendre des abonnements annuels à 1 000 $. Donc, tu vois, pour moi, il y a un vrai marché, une vraie opportunité. Moi, je le creuse depuis 3 ans et je suis vraiment deep là-dedans depuis un peu plus d'1 an. Et voilà. Mais la présentation était un peu longue. Normalement, elle est un peu plus courte, mais tu vois, j'ai décidé d'improviser un peu là. C'est très bien. Il faut. J'ai emmené 15 entrepreneurs au sommet du Mont Blanc. Un rêve un peu fou, un défi logistique immense, mais surtout une métaphore parfaite de l'entrepreneuriat. Quand tu veux emmener des gens là-haut, tu dois penser à tout. La sécurité, l'itinéraire, l'équipe et surtout rester focus, ne pas se disperser. Et ça, quand tu es entrepreneur, tu sais à quel point c'est vrai. Tu peux pas être partout, tu dois tenir le cap, même quand tu manques d'oxygène. Ce projet, je l'ai mené à fond. Et si j'ai pu aller jusqu'au bout, c'est aussi parce que j'étais bien entouré. Hello Bank Pro nous a soutenus dans cette aventure dès le début. Un partenaire qui croit au projet ambitieux et qui connaît l'entrepreneuriat. Une banque digitale qui comprend les indépendants et les accompagne dans la plus grande ascension de leur vie, entreprendre. À 4800 mètres, tu réalises un truc. T'as pas juste besoin d'une banque, t'as besoin d'un vrai partenaire. Bon, on a bien compris que tu t'intéressais de plus en plus à la création de contenu, etc. Si on revient un peu sur les prémices de ce projet, comment est-ce qu'il est né? Et comment t'as eu cette idée, quoi? C'est quand même pas anodin. Ouais, non, mais en fait, alors franchement, le Mont Blanc, c'est un truc que j'ai noté comme beaucoup de gens, tu sais, sur cette fameuse liste qu'on regarde plus ou moins. Donc ça, pareil, ça pourrait être tout un sujet. C'est un peu cette bucket list de un peu tous les rêves qu'on veut faire. Donc le Mont Blanc faisait partie. Mais franchement, il en faisait partie parmi d'autres. Et limite, je pense que je l'avais plus noté pour faire le mec, quoi, tu vois. Même si je le montrais à personne, c'était que pour moi. Mais tu vois, des fois, même à soi-même, on se raconte un peu des salades. Et franchement, comme beaucoup, j'ai été inspiré de ouf par Kaizen, réalisé par Inoxtag. Maintenant,
Je crois que ça fait 1 an, parce que là, nous, on tourne, on est en octobre. Ouais. Je pense que Kaizen avait dû sortir en septembre de l'année dernière, donc en 2024. Ça m'a tellement inspiré que je l'ai regardé une fois tout seul, une deuxième fois avec ma fille, une troisième fois avec toute ma famille. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment fait quelque chose, tu vois. Je me suis vraiment dit, putain, ce mec qui a 22-23 piges, qui se met en mouvement, qui est jusqu'au boutiste pour vivre son rêve et plus que son rêve, parce que ça, c'est un peu des grands mots, mais vraiment son objectif, tu vois. Il s'est dit, je vais aller au bout de ce que je peux faire. C'est pas dit que je réussisse, mais en tout cas, je donnerai tout ce que je peux pour le réussir. Et ça, moi, ça m'a inspiré grave. Et ce qui a été un peu le déclencheur, c'est pareil, genre octobre de l'année dernière. Je suis à une soirée, une espèce d'after work. Je crois que c'était une boîte qui inaugurait ses nouveaux bureaux. Une boîte qui s'appelle WeBurst. On peut leur rendre cet hommage. FT fait Ouais, partie bien sûr. de WeBurst. Et ils me disent, ouais, nous, on a monté telle montagne. Et là, on aimerait bien monter le Mont Blanc. Et franchement, j'ai entendu ça. Et je dis, mais mec, franchement, je veux trop venir avec vous. Et toute la soirée, on continue d'en parler. Et tu vois, moi, ça fait vraiment tilt dans ma tête toute la nuit. Le lendemain matin, je crée un groupe WhatsApp. Je l'appelle Kaizen de Wish. J'invite du coup le CEO de WeBurst dedans, qui s'appelle Enzo. Et on continue d'en parler, tu vois. Je dis, mais en vrai, putain, si on le fait, moi, j'aimerais bien aussi inviter telle et telle personne. Il faudra peut-être qu'on y aille avec un caméraman. On commence à creuser, ça coûte quand même de l'argent. Attends, je vais peut-être demander à quelques sponsors. Et ce qui a vraiment, je pense, déclenché le truc, c'est quand tout de suite, je vais leur rendre hommage là-dessus, c'est BPI, avec du coup Estelle que je salue, qui en un message et un call m'a dit, mais nous, c'est exactement le type d'opportunité et de projet dans lequel on veut s'investir. Et qui m'a dit, nous, on y va, on te finance à X. Et franchement, c'est une très belle somme. C'était dans les budgets max que je demandais sur vraiment les partenaires premium. On avait fait un vieux PDF, c'est une vieille plaquette à 2 balles et tout. Mais tu vois, là, je me dis, OK, maintenant, on a ce budget-là. Je me rappelle, je faisais le calcul, je dis, bon, avec ce budget-là, du coup, on peut partir à temps. Moi, j'aimerais qu'on parte encore à plus. Et après, il faut faire le documentaire. Et puis, peu à peu, il y a un deuxième sponsor qui arrive. Le deuxième, tu vois, c'était Célio. Pareil, Célio, l'histoire, elle est belle. Moi, je connais très bien Sébastien Bismuth, qui est le CEO de Célio. Moi qui me suis en tant qu'entrepreneur, mais depuis une bonne dizaine d'années, qui me faisait travailler à l'époque où j'avais mon usine, il me faisait faire des slips avec des messages dessus, des t-shirts avec des conneries écrites dessus. Enfin, il m'a toujours fait bosser. Et puis, dès qu'il a eu des idées, il m'a toujours proposé. Donc, on a toujours quand même beaucoup échangé. Quand je faisais de la merde, il me mentorait un peu. Il me disait des choses, des fois des vérités qui me faisaient pas plaisir. Mais il agissait vraiment en tant qu'un peu comme mentor pour moi. Je lui fais juste un WhatsApp, je lui parle de ce projet-là. Et il me dit, attends, mec, je vais t'aider. Donc pareil, il me fait un chèque. Et après, il y a eu un troisième et un quatrième. Et plus le budget grandissait, plus le projet il devenait ambitieux. Et ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve à une quinzaine d'entrepreneurs. On part avec Mathis Dumas et toute son équipe du coup de cadreurs. Donc de base, il devait y en avoir qu'un. Après, il y en a eu 2. Après 3. Après, du coup, même j'ai remis encore du budget pour que toi également tu viennes, pour qu'on fasse également un focus sur les backstage et sur les contenus qu'on allait faire pour les sponsors. Bon, bref. Et pareil, encore une fois, mon monologue était beaucoup trop long, mais voilà en fait comment le projet, en fait, il a évolué tout au long de cette année. Et de base, qui devait être un side, et quelque chose qui m'a pris énormément de temps. Mais là, en fait, où tu vois, c'est important et j'ai presque les larmes aux yeux quand j'en parle parce que c'est plus je le faisais et plus je me rendais compte que c'est ce qui me plaisait le mieux. Alors qu'en plus, je ne vais pas gagner un centime avec ce projet et même j'ai remis de ma poche pour que le projet devienne de plus en plus ambitieux, pour qu'on fasse la première au Grand Rex, également au cinéma à Bordeaux, qu'on fasse une fête après, qu'on crée encore plus de contenu, qu'on parte à plus, qu'on fasse plus de choses sur place qui n'étaient prévues. Parce que je veux vraiment que ce premier documentaire, ça soit le premier d'une très longue série, parce que je me rends compte que j'ai la capacité de le faire au niveau des financements, et je pense que tout le monde ne l'a pas. Et je me rends compte qu'en fait, le business, j'aime bien, mais moi, j'aurais rêvé d'être un artiste, tu vois, et c'est ça que je veux faire, quoi. Gravir le Mont Blanc avec 15 entrepreneurs, c'est le projet fou dans lequel je me suis lancé. Mais comment réunir tout le monde facilement et gérer la logistique ? C'est la question que je me suis posée et une chose est certaine. Ça n'a pas commencé au pied de la montagne, mais bien avant. 15 entrepreneurs, 15 parcours de vie, mais 15 destinations différentes.
pourtant réunis au même endroit en seulement quelques clics. C'est là que l'aventure a pris forme. Train, bus, taxi, tramway, chaque trajet nous rapprochait. D'un simple billet réservé depuis mon téléphone à un projet collectif qui nous dépassait. Parce que voyager, ce n'est pas juste se déplacer, c'est avant tout se connecter. Et ça commence dès la réservation. Merci encore à SNCF Connect d'avoir rendu ce projet possible. On va y revenir à tout ça. C'est quoi ton premier souvenir de montagne? Premier souvenir de montagne, bah, je pense que c'est quand je suis parti au ski pour la première fois avec mes parents, C'était à quel âge? dans le Jura. J'étais en CE1, j'ai passé mon flocon à Métabier à l'époque. Joli. Tu sais, je suis parti genre 4 ans de suite en primaire, une fois avec mes parents, et après 3 fois de suite en mode colo. Et je partais avec le Crous, tu sais, vive les pauvres, quoi, tu vois. Mais au moins, nous, on allait au ski, Ouais, et c'est du trop coup, bien. c'était en mode C'est colo intensive. Donc, c'est là que je suis arrivé en CM2, et j'avais un énorme niveau en ski. Et après, je suis plus allé au ski, collège, lycée, prépa. Donc, après, pendant 10 ans, je suis pas allé au ski. Mais voilà, pour mes premiers souvenirs de montagne, c'est tout petit, quoi. Du ski et du coup, pas du tout de rando. Franchement, Pas d'alpinisme, j'ai jamais été trop un mec de la rando. J'ai jamais fait d'alpinisme. Et les randos, le seul endroit où j'en ai fait beaucoup, c'est je suis il y a 12 ans. Ouais, c'est ça. Attends, on est en quelle année? En 2025, ouais, 2012. 12-13 ans. Je suis parti 6 mois, backpack, Amérique latine. Et là, j'ai fait beaucoup de trek, beaucoup de belles randos bien vénères quand même. Mais du coup, après, j'en ai plus jamais refait, alors que j'avais adoré ça, donc très étrange, tu vois. Ok, donc ça veut dire que là, ces 6 derniers mois, tu as dû t'entraîner, je présume, De ouf. pour cette aventure, parce que ça, il faut quand même. Alors, certes, tout le monde décrit ça comme une grande randonnée. Bon, faut quand Non, même. non, un c'est plus qu'une grande petit randonnée, niveau. ça. On va remettre les points sur On les va i remettre sur les là-dessus. points sur les i. Ouais. Non, c'est clair. Et du coup, voilà, comment est-ce que tu as vécu un peu cet entraînement? Qu'est-ce que tu as fait pour t'entraîner, etc. Bah, franchement, ouais, parce que en fait, j'avais plusieurs peurs moi, dans ce projet. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a excité. C'est qu'évidemment, j'avais peur de pas avoir tout le budget. J'avais peur d'avoir le casting qui me fasse faux bon. J'avais peur qu'il se passe quoi que ce soit. J'avais peur qu'on se tape une météo de merde. Enfin, en vrai, il y avait énormément de risques sur ce projet. Mais il y en avait un, par contre, quand même, que je maîtrisais. C'était est-ce que moi, je vais réussir à aller en haut? Parce que je l'ai tellement crié sur tous les toits. J'en ai tellement parlé. Et même pour le résultat final, qui est ce documentaire, si j'étais pas monté, enfin, si j'avais pas réussi, ça se dit ça, si j'avais pas réussi à atteindre le sommet, bon, il y a quand même toujours une belle histoire à raconter. L'échec fait partie du jeu, mais en Certes. vrai, ça aurait été bourdon, quoi, tu vois. Donc ça, c'était ma grande peur. Donc ouais, à partir de janvier, là, je me suis grave préparé. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais je me suis quand même préparé en mode où j'ai quand même été discipliné. J'allais 1 à 2 fois par semaine faire de l'Aerox, donc pour le cardio. J'ai couru toutes les semaines. J'ai drastiquement baissé ma consommation d'alcool, de sortie. Moi qui suis un gros fêtard, franchement, je suis quasiment pas sorti pendant 9 mois. Enfin, franchement, des pilules, je m'en suis mis très très peu. Tu vois, limite un festival, un mariage cet été, et c'était tout. Donc je suis content de moi parce que je pense qu'il y a 1 an, j'aurais peut-être réussi, mais peut-être pas, tu vois, parce que franchement, j'avais pas non plus la condition physique de ouf. Moi, je fais du padel, c'est très bien, c'est un très bon sport, mais c'est pas non plus le sport de ouf pour te préparer à l'alpinisme. Donc ouais, je me suis senti bien physiquement parce que je me suis préparé, quoi. Trop cool. Et tu l'as bien vécu cet entraînement? T'as kiffé? C'était quoi un peu tes sensations? Tu as tes premières sensations en randonnée en montagne? Est-ce que tu t'es tout de suite dit putain, ça j'aime bien? Ou est-ce que c'était un peu dur au début? Comment Bah tu l'as- franchement, ouais, en fait, j'ai bien aimé ce côté, de toute façon, seul avec toi-même. C'est pas comme moi, j'ai fait beaucoup de foot, et puis même le padel, t'as un coéquipier, tu vois. Donc moi, je suis peu habitué, en fait, un peu au sport où c'est seul avec toi-même. Alors si, il y avait un peu le running pour ça, tu vois, et je suis pas un super bon runner, mais franchement, entre le running et la rando, Ouais. c'est pas du tout les mêmes sensations, et même si on peut les mettre à côté sur certains points, pour moi, c'est 2 sensations totalement différentes. Et donc, ouais, j'ai adoré, en fait, tu vois, d'aller faire des randos de 5 heures, 6 heures, 7 heures, avec 1000, 1500, 2000 de D+, où encore une fois, tu es seul avec toi-même, et tu es fatigué, des fois, tu en as marre, mais en fait, tu n'as pas le choix que de rentrer, quoi. Donc, tu n'as pas le choix que de continuer. Et ça, j'ai bien aimé ce côté-là. Et tu vois, si je ne m'étais pas entraîné à faire ces longues marches, encore une fois, avec pas mal de D+, ça m'aurait fait tout drôle de le découvrir avec le Mont Blanc. Parce que même si le Mont Blanc, ça a été 10 fois plus dur que tout ce que j'avais fait, bah quand même, c'était une sensation qui ne m'était pas non plus 100% étrangère, quoi. Très très cool. Si on revient un peu sur les backstage, tu vois un peu tout ce qu'on voit pas, tout ce qu'on va pas voir dans le documentaire, genre Ouais. toute l'organisation pendant 1 an, tous ces entraînements, aussi mais toute la préparation un peu opérationnelle, je dirais, je sais pas, aller chercher le matériel, la préparation physique, etc.
toi, tu as passé 1 an à tout organiser. Enfin, c'était un peu la première fois que tu faisais ça. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps, du coup? Comment tu Alors, l'as vécu? De plus en plus, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, Ouais. en fait, comme tout, bah, j'ai commencé en fait un peu à l'imprégner, à l'organiser. En fait, tu sais, en fait, très vite, c'est devenu un véritable OKR de ma vie pro. Donc, un OKR, c'est un véritable objectif avec des résultats clés à atteindre. Donc, très vite, j'ai eu un rendez-vous hebdo avec moi-même le lundi, au début qui était d'une demi-heure, après qui était d'une heure, après qui était de 2 heures. Et après, c'était même tous les lundis après-midi. Je ne faisais que ça. Je ne faisais que travailler sur le Mont Blanc. Parce qu'en fait, j'ai tout découvert au fur et à mesure. Moi, j'ai une petite expérience dans la partie quand même organiser des événements. Tu vois, j'ai le Poney Club à Bordeaux, qui est mon club d'entrepreneurs, où j'organisais une soirée tous les mois. Donc, mais c'est quand même assez différent. Là, c'était organisé en fait avec toutes les parties prenantes, que ce soit sur la partie organisation, que ce soit sur la partie production, que ce soit avec les sponsors. Parce qu'avec les sponsors, bien évidemment, on leur vend un package et chacun a son propre package. Et donc, du coup, ça génère d'autres demandes, d'autres besoins, d'autres choses à organiser. Et ouais, en fait, franchement, j'ai appris à aimer, en fait, à être un chef d'orchestre. Tu vois, parce que mine de rien, si tu prends toutes les parties prenantes, on le verra au générique du film, bah, des parties prenantes, il y en a facilement une cinquantaine, quoi, tu vois. Une cinquantaine de personnes qui ont agi de près ou de loin dans la réalisation de ce film. 50, je pense que c'est même au bas mot. Et ça, c'est ça que j'ai appris sur le tas. Mais du coup, maintenant que je l'ai fait une fois, tu vois, je commence là à un peu m'écrire le playbook, alors qu'il va pas être parfait, mais en fait de marquer en fait toutes les grandes étapes, toutes les sous-étapes et toutes les actions de chaque sous-étape à cocher pour que demain, je dis pas qu'il faut le faire de manière bête et méchante et industrielle, mais un peu quand même. Moi, je pense que même dans l'artistique, même dans le plaisir, il faut y mettre de l'organisation et de la rigueur, et ça passe par ce cheminement. Et du coup, là, ouais, pour répondre à ta question, j'ai tout découvert un peu au fur et à mesure, et donc c'est pour ça que j'ai fait des conneries. Et du coup, bah, je les ferai pas la prochaine fois, quoi. Exactement. On est parti avec 15 entrepreneurs. Pourquoi tu as choisi ces personnes-là en particulier? Bah, en fait, c'est ça que c'est un casting qui est. Alors, déjà, spoiler alert, qui a hyper bien fonctionné les uns avec les autres. C'est ça, tu vois, pareil, c'était l'une des inconnues. Est-ce que les gens vont bien s'entendre ensemble? Est-ce qu'ils vont être naturels? Et en fait, très vite, les gens ne voyaient même plus les caméras, tout ça et tout. On voyait que le groupe vivait bien et que c'était cool. Et alors, là-dedans, il y a des gens qui sont des vrais amis. Il y a des gens que je connais moins. Un peu le truc qui réunit tout le monde, c'est que bah, déjà, tout le monde est dans l'entrepreneuriat. C'était quand même, je voulais quand même qu'il y ait ce tronc commun. Et tout le monde, quand même, a un affect particulier pour la création de contenu. C'est pareil, ça c'était quand même important. Il fallait que ça reste un peu dans cette thématique. Donc, j'ai pas pris 15 influenceurs. J'ai pris 15 entrepreneurs qui ont un gros affect pour la création de contenu, qui sont plus ou moins influenceurs chacun dans leur domaine. Et en espérant voilà, que la mayonnaise prenne, et la mayonnaise a bien prise, quoi. Complètement. Et il fallait aussi qu'il soit sportif. Est-ce que ça a été un outil de sélection ou pas trop? Tout de même, ça veut dire que je prenais quand même des gens qui aimaient bien le sport. Et en fait, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit non parce qu'ils se disaient, moi, je suis quasi certain que j'y arriverai pas. Et en effet, je me mets à la place de chaque entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'avais même cette peur intérieure. C'est que c'est vrai que tu participes à ce type d'initiative, tu montes pas, tu as le seum. Et en fait, pareil, en termes d'image, en termes d'amour-propre, en termes de tout ça, c'est pas facile, c'est un vrai risque. Et c'est un risque que tous ceux qui sont venus ont accepté de prendre. Alors, risques et périls, parce que moi, j'avais dit, je cacherai rien, parce que sinon, ça vaut pas le coup. Tu vois, c'est ça qu'on veut. Exactement. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit non. Et en fait, la sélection naturelle du sport, c'est même pas moi qui l'ai faite, c'est les gens qui se sont auto-faites, en fait, eux-mêmes. Je crois que t'as décalé 3 fois, je crois, la date du tournage, de la montée du Mont Blanc. C'est ça. De base, je voulais le faire au mois de juin. Okay. Il n'y avait plus de place parce qu'en fait, la difficulté, et ça, tu vois, je l'ai su en le faisant, c'est que quand même, les gens vont le voir, quand on est en montagne, tu dors en refuge. Donc, il y a un nombre de places limité. Et nous, il faut savoir qu'on se déplaçait à 15 entrepreneurs, plus 4 caméramans, plus une dizaine de guides. Donc, on était littéralement une trentaine. Donc, à chaque fois, il fallait qu'il y ait, sur chaque jour qu'on voulait, il y ait 30 places en refuge. Et en fait, quand je m'y suis pris, mois de janvier, tu vois, pour les réservations, il n'y avait plus de place en juin. Et j'aurais préféré juin, parce que je pense que juin, c'était une meilleure période pour ça.
Et donc, du coup, après, j'ai décalé à début septembre. Début septembre, pareil, c'était trop compliqué là. Bah, en fait, pour tout le monde, t'imagines, avec les enfants, puis la reprise du taf, Lancement, ouais. c'est une période quand même un peu charnière. Et donc, du coup, il restait que cette dernière semaine de septembre. Mais en plus, qui est la dernière, parce que bah, tu te rappelles, les refuges, ils fermaient après nous, quoi. On était vraiment le barreau d'honneur, quoi, tu vois. Exactement, ça c'est clair. Et question aspect date, intéressant. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, si on revient un peu juste avant, tu vois, l'ascension, j'essaie de faire un peu étape par Ouais. étape. Tout ce qui est, il a fallu qu'on s'équipe. On était dans un magasin pour s'équiper. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu tout ça? Comment ça se passe? Tout le matériel? Quel matériel dont on a besoin? Pourquoi? Bah, déjà, on va embrasser les amis de Blanc Sport, chez qui on est passé du coup à Saint-Gervais. Et ouais, on a en fait le matos qui était fourni à chacun. On avait besoin d'un baudrier, d'un piolet, d'un casque. On avait besoin de guêtres. Et ça, on le verra dans le documentaire. À un moment donné, j'ai oublié les miennes et ça aurait pu être une grosse connerie. Ça, on verra. On va pas spoiler. Et on avait besoin évidemment de chaussures d'alpiniste. Tout à Parce fait. qu'on n'y va pas avec ses pompes de trail. Non. C'est Surtout nous, où il avait quand même beaucoup neigé. Donc, et puis et les crampons aussi. Crampons. Ah, les alors, crampons, ceux-là, pareil. ouais, ceux-là, faut pas les Ils oublier. vont également être importants. Ça c'est clair. Et toi, t'étais équipé avant ou il fallait que t'ailles t'équiper toi personnellement? Et moi, personnellement, alors, moi, j'ai eu beaucoup de bol. C'est que moi, j'ai eu un partenariat avec nos amis de Salomon. Et d'ailleurs, franchement, je les remercie du fond du cœur. Et plus particulièrement Kyle, qui est venu d'Annecy C'est vrai. pour me livrer un beau carton avec vraiment, j'avais tout ce qu'il fallait. Encore une fois, des chaussures de trail, aux chaussettes, aux pantalons, aux t-shirts manches longues. J'avais toutes les couches qu'il fallait parce que ça, pareil, hein, on va le voir, hein, au plus haut, on a 5-6 couches et au plus bas, on en a 2, quoi. Donc, faut toujours jauger avec ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas anodin, le Mont Blanc, on va le dire, si les gens veulent le faire. Entre le coût du matériel qu'il faut louer, de ce qu'il faut acheter, les refuges, les guides. C'est vrai que c'est un petit coût. Et nous, on a eu de la chance là-dessus. On a pu tout se faire payer par nos chers sponsors. Il y a toute une partie de toute cette aventure qui est quand même très liée au documentaire. Ouais. Il a fallu que tu sélectionnes des vidéastes. On pense notamment à Mathis et toute son équipe. Comment tu as fait cette sélection? Déjà, comment tu es tombé sur Mathis? Est-ce que je présume que c'est Lia Kaizen dont tu parlais tout à l'heure. Mais comment est-ce que tu es rentré en contact avec lui? Comment ça s'est passé un petit peu? Évidemment, c'est vrai que ça paraît que ça a été long. Hein. Mathis, il n'est pas dans le projet depuis le début. Moi, évidemment, je rêvais qu'il puisse venir avec nous. En fait, de plein de choses déjà, parce que franchement, ça a l'air d'être un chic type. Et spoiler alerte, c'est vraiment un type bien. C'est pas un faux gentil à l'image. C'est même quand les caméras sont éteintes et tout, c'est juste un mec en or, quoi. Ensuite, du coup, de par son image, parce que moi, ça crédibilisait mon projet auprès des partenaires. Du coup, pareil, c'est un guide de haute montagne. Et aussi, et surtout, et ça que les gens peut-être le sentent pas quand ils regardent Kaizen, c'est que de base, Mathis, c'est un photographe et un vidéaste de très grand talent. Et maintenant, plus qu'à titre personnel, il est entouré autour de lui d'une sorte de collectif de véritables cracks et de véritables mecs et de nanas qui sont des experts dans leur domaine. Et donc, du coup, moi, ça m'intéressait d'avoir Mathis aussi et son équipe, parce qu'il a pris du coup 3 personnes, 3 vidéastes, Florian, Mathurin et Hugo Lorenz, tu vois, Hugo, par exemple, il revenait juste de l'Everest où il a tourné un documentaire là-bas. Normal. Mathurin, c'est un fou furieux. Hier, il m'appelle, je lui dis, ça va, tu sais, moi, j'étais chez moi en train de bosser. Il me fait, ça va, je viens de monter à l'aiguille du Midi, je viens de me faire descendre en parapente. Et là, je me remets sur mes mails à bosser. Je fais, ok. Et le mec a 22 piges, quoi, tu vois. Et Florian, pareil, il fait, allez voir les gens iront voir son compte Insta. Lui, c'est un vidéaste, mais surtout aussi un photographe, mais il prend des photos, mais de ma boule. Donc, du coup, grâce à eux, on va avoir des images de dingo pour le documentaire. Et pour répondre à ta question, Mathis, comment je l'ai rencontré? Parce que je n'avais pas réussi à le reacher personnellement. Je suis passé par Greg, directeur général de Webedia, que j'avais reçu dans le podcast, qui m'a mis en contact avec un contact, qui m'a mis en contact avec Mathis. Donc, tu vois, pareil là, au passage, le podcast, c'est bien pour faire du coup du réseau. Et après, ce réseau, parfois, on peut s'en servir. Il ne faut pas le faire pour avoir du réseau et pour s'en servir. Il faut le faire, encore une fois, un paid forward, sans rien attendre en retour, juste pour rencontrer des gens et discuter avec eux.
Et voilà, le jour où j'ai eu besoin, bah, j'ai demandé à Greg et franchement, il s'est plié en quatre pour m'avoir les bons contacts. J'ai eu Mathis, on a tout de suite matché. Il a dit, bah, vas-y, let's go. On vient dans le projet. Et puis, plus ça a été, même, du coup, c'est même Mathis qui va co-réaliser le documentaire avec moi et du coup, et Hugo Lorenz, dont je parlais tout à l'heure, quoi. Trop cool. Si on revient un peu sur... il y a quand même une petite histoire un peu intéressante avec Manon. Et ensuite, On Chloé. n'a pas le droit d'en parler. On va en parler. Pas le droit d'en parler. On parle pas de Manon alors. Ouais, non. On va parler de Chloé par contre. On va parler de Chloé. Chloé, quel rôle elle a joué? Elle est arrivée une semaine avant qu'on monte le Mont Blanc, concrètement, je crois. Je dis pas de bêtises. C'est un peu un ange tombé du ciel. Raconte-nous un peu. Chloé, c'est la coordinatrice des guides de haute montagne de Saint-Gervais. Ouais. Donc, ils sont quand même réputés pour être les plus rigoureux, les plus carrés là-dessus. Et pareil, chance de fou d'être tombé sur eux. Je pense qu'on va en reparler. Et puis, ça sera vraiment très visible dans le documentaire. Et Chloé, c'est un peu la maman, c'est un peu la nounou des guides. Et donc, du coup, qui était aussi un peu notre nounou à nous, qui nous a tout organisé, qui nous a organisé les restos, qui faisait en sorte que toute la logistique se passe bien. Parce que déjà, quand même, c'était déjà tellement quand même source de stress sur plein d'aspects. Bah, le fait de savoir qu'en fait, on était cadré et qu'à un moment donné, on se mettait dans des rails et que tout était géré grâce à Chloé, pour moi, ça a été, comme tu dis, un ange tombé du ciel. Et encore une fois, ça se voit la relation qu'on a nouée avec elle. Et tu vois, la preuve, on a noué une super relation avec Chloé, avec l'ensemble des guides. La preuve, au Grand Rex, ils m'ont déjà envoyé la liste. Ils seront une dizaine à monter à Paris pour y être. Donc, tu vois, ça me fait hyper plaisir. Cool. Et voilà, on est vraiment sortis de là avec des relations de fou. Et on a vachement appris de toutes ces personnes. Et bien sûr, une mention vraiment très spéciale à Chloé, franchement, qui a été une pièce maîtresse du projet, quoi. Je sais que tu as mal dormi pendant une semaine avant de monter. On a des preuves. Ah ben j'ai les preuves avec du coup mon bracelet Whoop. Ouais, franchement, t'as en fait tellement d'adrénaline, stress, excitation. Je pense que ma moyenne de sommeil la semaine qui précède le départ d'abord à Saint-Gervais, franchement, ça doit être 3-4 heures. Je m'endormais à 2 heures, mais il fallait quand même que je me lève à 6 heures parce qu'il fallait absolument que je bosse et que je finisse tous mes projets d'avant. Et puis même, encore une fois, le Mont Blanc me prenait encore énormément de temps et surtout une semaine avant. Et puis pendant, je crois que pareil, on n'a pas... En fait, c'est marrant, moi j'oscille entre les nuits qui durent 1 heure ou 2, les nuits en refuge, et du coup la nuit d'après où on est KO, où je dors 7-8 heures. Quoi, tu vois. C'est clair. T'étais dans quel état d'esprit avant de partir? Franchement, énormément de stress. Et franchement, quand je suis arrivé là-bas, quand j'ai vu, dès la première image où on est tous arrivés à Gare de Lyon, où je vous ai rejoint, on est tous montés dans le train. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment t'expliquer. J'ai tout de suite senti que ça allait. Tu vois, là, du coup, pareil, je savais que quand on allait arriver là-bas, tout était bien cadré avec Chloé. Physiquement, je me sentais bien. Qu'est-ce qui t'a rassuré? Je savais que, pareil, on avait quand même déjà quelques bribes de météo. On voyait que la météo pour le sommet était bonne. Donc, pareil, ça me rassurait. Et je sais pas, en fait, j'étais un peu en mode, bon, en vrai, j'ai fait le max. Maintenant, de toute façon, je peux plus rien faire. Et moi, j'ai une qualité. C'est mon côté un peu stoïcien. C'est qu'en fait, à un moment donné, en fait, quand c'est comme ça et quand je peux plus rien faire, en fait, je suis pas un mec stressé. Parce que je me dis, de toute façon, c'est comme ça. Tu vois, donc, en fait, à ce moment-là, j'étais bien. Et puis, tout de suite, j'ai senti une alchimie dès le train dans le groupe, parce qu'on a fait quand même 8 heures de train ce jour-là. J'ai pas vu passer, tellement on a bien discuté entre nous. Je sentais que tout le monde était bien, était content. Il y avait un mélange d'excitation, de gratitude, de compréhension. Franchement, je me suis senti hyper bien à ce moment-là. Important. Exactement. On va passer un peu sur l'aventure maintenant. On a bien parlé backstage. Si on revient un peu sur déjà cette première phase d'acclimatation. Toi, tu l'as vécu comment? Est-ce que tu as kiffé? Comment étaient les sensations? Franchement, c'est ça qu'on a commencé. J'ai là plein d'appréhension parce que moi, je me rappelle encore quand vraiment tous on s'équipe et qu'on part et tu sais que c'est la première montée. Et je me rappelle que là, pareil, je me sentais bien. Je me sentais, pareil, c'est bon. C'est parti. Tu sais, ce truc que tu attends depuis 1 an, ça fait 1 an que je disais Mont Blanc 10 fois par jour, etc. Et j'ai dit, ça y est, là, l'aventure, concrètement, elle commence maintenant. Et puis elle est sur des rails, donc tu peux profiter, quoi. Exactement. Et puis, encore une fois, physiquement, je me sentais bien, que j'ai cessé d'avoir peur à ce moment-là.
En fait, j'étais confiant à ce moment-là, tu vois. Et c'est une confiance qui m'a jamais quitté. Même quand ça a été très dur, en fait, je savais que c'était dur, mais j'avais confiance. À aucun moment, je me dis, je ne monterai pas, tu vois. Ok. J'avoue que je spoil un peu, mais les gens, ils savent que moi, je suis monté en haut. Hein, tu vois, que il faut que j'arrête de dire monter en haut, que j'ai atteint le sommet. C'est un peu plus Joli, français. ouais. Donc non, dès ce moment-là, je me sens bien. En plus, franchement, on devait avoir une météo d'enfer. Sur les 48 heures, on n'a pas eu qu'une météo d'enfer. Ça a été dur le lendemain, le matin du deuxième jour. Mais en fait, mine de rien, pareil, personne s'est plaint et limite tout le monde était content de vivre ça en fait. Bah, on vit quand même le côté, bah, c'est tout. Des fois, la montagne, il y a du vent, il y a de la neige dans la gueule et puis il fait nuit, il fait froid. Mais pareil, là, tout le monde était bien. Moi, j'étais bien physiquement. Il y avait une bonne ambiance. On savait qu'on vivait un truc spécial. Donc moi, je me suis senti bien tout le long. Je me suis jamais mal senti pendant tous ces jours, quoi. Ok. Donc, c'est-à-dire que même quand tu as déchaussé à 6h du mat, sous la neige, dans la nuit, tu t'es pas dit, oh merde, putain, là, il faut que je fasse gaffe, quoi. Ah, je me suis quand même un peu dit, putain, il fallait que ça arrive à moi quand même. Mais tu vois, je me rappelle, Ça arrive à pas de monde. j'étais avec Mathis à ce moment-là et c'est Mathis qui m'a remis. En fait, il me les avait mal réglés, mes crampons. Et du coup, qui me les a re-réglés. Mais ouais, heureusement, parce que j'ai perdu mon crampon en pleine nuit. J'aurais pu ne pas le retrouver, quoi. J'aurais été bien dans la merde, parce que là, il neigeait bien sa race, là, quand même. Et non, tu vois, pareil, ça m'a. Franchement, je te dis, j'étais tellement dans un bon état d'esprit que je l'ai pris plus à la rigolade, quoi. Trop cool. Une fois qu'on a fait cette acclimatation, on est parti sur l'ascension. On a commencé par une petite journée un peu chill jusqu'à Tétrousse. On est monté au premier refuge. Ouais, excitation c'était suprême. génial. Franchement, cette journée. Ah, il était Bah, exceptionnel. du coup, elle est pas très dure. Non. Mais moi, c'est l'une de mes. C'est ma meilleure. En fait, tu te rappelles l'ambiance qu'il y avait. En plus, génial. il faisait un soleil de plomb. Oh là là. Et en fait, ça montait comme à pic. Hein. C'était pareil, Ah ouais. c'était pas une peu. Enfin, je sais plus combien de dénives on s'est pris dans la tronche là. Bah, on était je crois que c'est 2200. Je sais pas si on s'est pas pris 1000. Hein. 1000, ouais, je sais plus. Ah, ça me paraît beaucoup 1000. Non, 1000, ça 800. va quand même. Ah, mec, ça montait à pic quand même. Ouais, hein. ça montait quand même pas Et tu mal. te rappelles, l'ambiance, c'était vraiment la C'était colonie génial. de vacances, quoi. Avec les boules de neige et tout, c'était Ah, incroyable. ouais. Mais tout le monde était bien. Ouais. Et on savait qu'on était la journée d'avant le Mont Blanc. C'est ça. Franchement, il n'y a personne qui stressait. On était tous bien. Donc, moi, c'est ma journée préf. Bon, non, même si la journée préf, ça reste quand même celle de la montée. Mais celle de la montée, on va pas se mentir, hein, c'est quand même énormément de souffrance, quoi. Tu vois mais en fait, c'est tellement beau ce qui arrive à la Oui, fin. c'est que, clair. C'est vrai que c'est. Bon, on va y revenir. on va y revenir. Justement, comment s'est passée cette ascension Je pense notamment à la première phase, tu sais, quand tu passes de Tétrousse au goûter, c'est un peu escalade. C'est quoi un peu ton rapport au vide? Est-ce que ça te Ouais. fait peur? Comment tu l'as vécu ce passage? Tu sais que c'est très spécial parce que, alors déjà, bah, évidemment, j'ai quasiment pas dormi la veille. Ouais. Mais encore une fois, ça pareil, que les gens se disent, bah, et ça, je me rappelle que c'est les guides qui nous disaient ça. En vrai, le manque de sommeil, vous mettez pas, comme on dit chez moi, la rate au courbouillon, quoi. En vrai, tu te réveilles, l'excitation et l'adrénaline prend le dessus. Alors évidemment, si 5 jours de suite, tu dors 1h30 par nuit, je pense que tu t'en remets pas, même 3 jours de suite. Mais quand ça arrive une fois, tu passes une journée normale. Tu regardes, même là, on est à Paris. Moi, ce matin, je me suis levé à 4h du matin pour prendre le train de 5h30. Et voilà, je suis pas fatigué du tout. Pourquoi? Parce que quand ça arrive de temps en temps, ça va. Tu vois. Donc, le manque de sommeil, en vrai, c'est pas un problème. Et ça, il faut vraiment que les gens le mettent de côté. Ensuite, je me rappelle plus à quelle heure on est parti. On n'est pas parti si tôt. Hein. Il était quoi, 5h? Du Tétrousse 5h du mat, ouais. Ah, même pas. Hein. Je me demande si on n'est pas parti à 7h. Ah ouais, donc en fait, on n'est pas parti tôt du tout. Non, il faisait encore nuit. Parce qu'on a la montée là. Avec Ouais. c'était vachement beau d'ailleurs. C'est quoi, ça dure? Il a fait nuit encore 1h, un truc comme ça? Ouais, ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, il devait peut-être être 6h30. Ouais, Il 6h30. était pas, 3h Donc, du mat, coup, quoi. ça, parce que, en fait, que les gens se disent, nous, par exemple, il y a des gens qui se levaient à 2h du mat C'est clair. parce qu'ils voulaient en fait être au lever du soleil au sommet, tu vois. Donc, nous, en vrai, ça a été. Là, à ce moment-là, je suis quand même un peu fatigué, mais ça va. Et au niveau de Le la rapport au difficulté- vide, ça a été parce que pareil, en vrai, le vertige, c'est quelque chose que j'avais beaucoup il y a encore un an. Pareil, j'ai fait beaucoup d'escalade avec ma fille, ouais. notamment pendant un an là pour juste appréhender que c'est ok d'être en hauteur. Si t'es attaché, ça va. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on là à ce moment-là, on est encordé au guide. Moi, j'avais full confiance dans mon guide Elliot, donc je me suis jamais dit que j'étais en risque. Parce que pareil, hein, je pensais qu'il y avait pas vraiment d'escalade. Alors, c'est pas de l'escalade pure comme on peut s'imaginer, mais quand même, on met beaucoup les mains, quoi. Tu vois, beaucoup les mains et beaucoup ça tire quand même. Donc là, pendant 2 heures, et là, j'avoue que c'est 2 heures qui sont quand même un poil longues. Là, c'est physique. Moi, les 2 premières heures, c'était pas une promenade de santé pour moi. Je me rappelle quand on arrive au goûter,
J'ai des vidéos de ça. Ma tête, on voit que je suis pas au top du top. Et là, en plus, il y a l'altitude qui commence à se faire sentir. Parce que là, on est d'accord, tête rousse, on dépasse les 3005. T'es à 3008. Ah, et Enfin, 3000. non, tête rousse 3002 et goûter Ah 3008. oui, pardon, quand on arrive au goûter, Ouais. donc on est à 3008. Ouais. Et donc moi, je me rappelle que là, on est au goûter. Ça dure quoi? On fait une pause de 1 heure ou 2, je crois. Oh, ouais, une petite heure, ouais. Donc là, on prend petit déj. Moi, je me rappelle, je me bourrais de bonbons parce que j'étais en manque de sucre. Et moi, je me rappelle là, franchement, quand vous allez retrouver les images, que j'avais une GoPro. Et mec, je passais de excitation suprême, mais j'étais surex. Mais tu sais, comme si j'étais défoncé par l'altitude. Où là, j'étais là, je vloguais, mais j'étais surexcité. Et là, la seconde d'après, bim, j'avais envie de dormir. Je m'étalais sur une table. Je reprenais des bons becs. Bon bec Haribo, d'ailleurs. Haribo, on vous embrasse. Si seulement vous pouviez être le sponsor de dernière minute, parce que je suis un peu ric-rac sur le budget. Bref. Donc ouais, moi, ce moment-là, en fait, il est un peu étrange, parce que je sens que je suis un peu hors de mon corps, quoi. Je suis pas dans mon état normal. En fait, entre l'adrénaline, le sommeil, l'altitude, j'ai pété un petit câble quand même. Tu vois, j'avais un petit truc qui avait sauté quand même à ce niveau-là. Et après, on repart. Et là, c'est reparti pour 4 heures. Et là, c'est autre chose. Là, c'est 4 heures. J'ai compris ce que c'était en fait d'être en lutte avec soi-même, quoi. Mais je pense que tu as des questions là-dessus. J'ai évidemment des questions là-dessus. Bah justement, qu'on en parle un petit peu de. Je te laisse boire un petit coup. Vas-y. C'est que enfin, franchement, moi, je sais pas si je garde de bons souvenirs de cette journée. Évidemment, l'arrivée en haut est exceptionnelle. Genre, c'est vraiment somptueux. Mais la journée en tant que telle, c'est quand même 90% de souffrance, quoi. Ouais, Sur, mais en fait, encore une fois, et tu vois, moi, au départ, j'ai vendu le projet comme le Mont Blanc, c'est une métaphore de notre vie d'entrepreneur, etc. Je sais plus si c'est la DA du projet, tu vois. Mais bon, je vais quand même essayer de faire un petit parallèle pour quand même pour jouer le jeu. C'est vrai qu'en fait, notre vie d'entrepreneur, c'est quand même beaucoup d'efforts et d'inconfort. Mais pour des moments comme ça, où tu arrives à atteindre ton objectif, tu signes ce gros client, tu atteins tel résultat ou quoi. Et là, c'est des montées d'adrénaline qui sont hyper fortes. Donc en fait, moi, j'ai quand même un bon souvenir de cette journée parce que l'arrivée et l'aboutissement, ça a pris le pas sur toute la souffrance qu'il y a eu pendant cette journée. J'ai un autre exemple là-dessus. T'aimes le foot ou pas? Ça va. Bon, Je suis même pas si beaucoup. que t'aimes Mais ou je pas, comprends. t'as regardé forcément Tu la vas faire finale de la référence Coupe à du l'OM, Monde. Ça va pas du tout me plaire. Non. Là, on va parler de l'équipe de France. T'as forcément regardé la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Évidemment. Match horrible. On perd 2-0, on montre rien. Et là, à la 80e, Mbappé marque un but. Déjà, espoir. Tu vois, là, pour moi, le but d'Mbappé, c'est comme 1 heure avant, quand on voit enfin le Mont Blanc et qu'on se dit qu'on est dans la dernière ligne droite. Et là, quand Mbappé, il égalise, et franchement, il y avait normalement, à ce moment-là, quand il y a 2-0 encore à la 80e et le match de merde qu'on fait, franchement, il y avait 5% de chance que ça arrive. Et là, quand Mbappé, il égalise, cette explosion de joie, mais qui dure 2 minutes. Mais tu vois, moi, j'en ai encore des souvenirs. Ouais. Et là, si tu dis, OK, c'est pour ça que je suis le foot, c'est pour ça que je me tape des fois des matchs interminables. Moi, c'est pour ça, par exemple, qui suis fan de l'OM. J'ai été champion, on a été champion de France une seule fois dans ma vie que de supporter. Mais pourtant, je continue parce que chaque fois qu'on gagne, chaque fois qu'on se rapproche d'un titre, mais qu'on gagne pas, ça me met quand même des émotions qui font que quand même tout cet inconfort est OK versus en fait ces moments de joie et d'adrénaline qu'on vit. Et je pense que c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Et c'est pareil pour cette journée du Mont Blanc qui, c'est vrai, je pense que on est tous d'accord pour dire que physiquement, on n'a jamais éprouvé ça de notre vie. Mais par contre, on n'a jamais éprouvé en fait ce type de joie. Franchement, pleurer pour du sport, je pense qu'on est 90% à avoir chialé pour ceux qui ont réussi à atteindre le sommet. C'était phénoménal, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai quand même un très bon souvenir de cette journée pour ça. Pourtant, même, la descente était horrible. Le soir, moi, j'étais me coucher à 19h30 parce que là, pour le coup, j'ai fait un vrai mal des montagnes. J'étais vraiment mais au plus bas que terre. Mais je me rappelle d'avoir quand même cet esprit de soulagement de dire « Ah, je l'ai fait, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est bon. » T'as pensé quoi là-haut? Quoi t'as pensé? Ou à qui? Non, franchement, c'était un truc très égoïste. Hein. J'étais soulagé et fier de moi. J'étais content, quoi. Tu vois, je me dis, putain, tu vois, tous ces efforts, tout ce temps, toute cette énergie mis pour un seul objectif, quand il est atteint,
En fait, c'est tellement bon que tu comprends pourquoi tu fais ça. Parce que sinon, vous savez pourquoi je le fais. J'ai pas gagné un centime. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a causé quand même des soucis. Ça m'a causé du stress. Mais aujourd'hui, pour ce moment de joie et ces souvenirs impérissables qu'on a vécus tous ensemble et qui resteront gravés, et en plus avec ce beau souvenir qu'on va avoir, puis qui va être ce produit artistique qui est ce documentaire, parce que je vis deux rêves en un, quoi, tu vois. Parce que le Mont Blanc, c'en est un, mais moi, le documentaire, c'est pareil. On parle de la liste du début, moi, faire mon film, c'était l'un de mes rêves aussi. Donc là, je vais pouvoir me payer ce rêve, tu vois. Donc c'est ça qui est génial. Et donc, en fait, tu comprends en fait ce qui nous drive, quoi. En fait, on est drivé par la réussite d'un objectif, par la réussite d'un rêve. Si les gens ils veulent utiliser des jolis mots inspirants, moi je préfère dire objectif. C'est pour ça que le documentaire et tout le projet s'est appelé Objectif Mont Blanc. De base, c'était un nom de code. Tu sais, c'était un peu comme Objectif Lune. Tu sais, le Tintin. J'étais fan de Tintin quand j'étais petit. Et tout de suite, le nom de code chez moi, c'était Objectif Mont Blanc. Et en fait, finalement, ça disait tout. Donc j'ai gardé le titre, quoi. Ce moment-là que tu as vécu en haut, il est comparable à quoi dans les derniers souvenirs que tu as eus? Tu as des moments aussi intenses, que ce soit pro, que ce soit perso? Bah, franchement, ce qui se rapproche le plus, et bien sûr, c'est quand même moins fort, c'est je parler de la naissance de ma fille. Parce que pareil, tu vois, la naissance d'un enfant, c'est pas un truc qu'on va vivre 1000 fois dans sa vie. Moi, personnellement, je le vivrai qu'une seule fois, parce qu'on a décidé d'en avoir qu'un. Les gens, ils vont le vivre 2 fois, 3 fois, bon, après peut-être certains 4 ou 5 fois ou plus. Mais tu sais que c'est un moment unique. Être parent, c'est un véritable objectif. Donc pareil, quand tu le vis, tu sais que tu es en train de vivre un moment dont il faut que tu profites parce que ça n'arrivera pas 1000 fois dans ta life. Bien sûr, c'est 1000 fois plus fort que le Mont Blanc. Je ne veux pas mettre ça sur le même point. Mais si je devais donner un comparatif, ce serait ça, quoi. Ouais, elle est bien sur le nombre, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que tu vas pas faire 1000 fois le Mont Blanc non plus. Donc, Ah, quoique même, si moi, je compte le refaire pas mal de fois. Du coup, tu vois, j'ai envie d'y retourner. C'est quoi qui te plaît dans l'entrepreneuriat? Bah, ce qui me plaît, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense qu'il y a pas mal d'années, je t'aurais dit la liberté. Je me suis un peu ravisé sur ce mot parce que je pense qu'il n'y a pas moins libre qu'un entrepreneur. En fait, tu vois, mine de rien, tu quittes une prison pour une autre prison, mais qui paraît plus dorée. Non, en fait, moi, ce qui m'anime dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de faire, quoi. C'est le fait de faire ce que je veux et ce que je peux. C'est un peu différent de la liberté, tu vois. Il y a quand même une nuance. Mais du coup, moi, ce que j'aime avec l'entrepreneuriat, c'est cette liberté d'être ambitieux, tu vois. C'est pas la liberté dans le sort de libre, la liberté comme les gens, comme dans la devise de la France, quoi, tu vois. Ça, je laisse ça aux autres, quoi. Moi, c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir me donner les moyens de mes ambitions et de pas demander la permission à qui que ce soit. Voilà. C'est peut-être ça ma définition et ce que j'aime dans l'entrepreneuriat. Cool. Pourquoi tu as commencé à entreprendre? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un truc comme ça? Ça s'est fait un peu tout seul? Franchement, ça s'est fait un peu tout seul. Hein. J'ai toujours eu l'instinct de penser que je voulais être entrepreneur. Je savais pas vraiment dans quoi, pourquoi. Je sais même pas si j'utilisais le mot entrepreneur, si peut-être quand même. Bon, bref, je savais que je voulais monter ma boîte. De base, alors justement parce que je voulais être libre et parce que je voulais gagner de l'argent et que pour moi, c'était le chemin le plus cool pour moi pour le faire. Tu vois, c'était ça de base, la genèse, quoi. Si on parle un petit peu du film, tu t'évoquais tout à l'heure le fait que ce soit aussi un rêve. Pourquoi tu as voulu réaliser un documentaire déjà? Tu vois, ça aurait pu être, je sais pas, un vlog, ça aurait pu être ou même une fiction. Pourquoi tu as choisi ce format? Voilà. Déjà, alors moi, j'ai toujours été fan de documentaires. J'en ai toujours beaucoup consommé. Je pense qu'il ne se passe pas un mois dans ma vie depuis toujours sans que je regarde un documentaire ou plusieurs documentaires. Voilà, j'ai toujours été fan de ça. Tu vois, j'étais ultra fan de Michael Moore, par exemple, quand j'étais au collège. Je trouvais ça incroyable de partir. Alors lui, tu vois, parce que c'est documentaire, mais presque journalistique. Ouais, oui, tu vois, là, le Mont Blanc, il n'y a pas trop la vision journalistique, mais je sais que dans le futur, je voudrais aller plus de ce côté-là. Moi, quand j'étais petit, je voulais être soit journaliste, soit réalisateur de films. Donc, tu vois, réalisateur de documentaires, c'était quand même ce qui mêlait un peu ces deux passions et ces deux rêves, quoi. Maintenant, c'est aussi ce qui est, je pense, le plus facile à faire pour commencer. Faire un film, c'est tout autre chose. Hein. C'est des acteurs, c'est écrire un scénario. C'est pas la même chose. Et ça, même si je suis un fan de cinéma, mais pareil, je pense qu'il se passe pas
2 jours sans que je regarde un film. Ça, j'en ai pris mon parti que les autres le font bien mieux que moi et que ça, j'en ferai jamais. Malheureusement, je pense que j'aurais dû peut-être me mettre dans ce milieu-là plus tôt. Maintenant, j'ai j'ai 37 ans. J'ai déjà assez de choses à faire pour vouloir que de me mettre cet objectif de vouloir percer dans le cinéma. Déjà, de faire des documentaires, ce serait déjà très bien. Très cool. C'est quoi ton point de vue sur un peu l'évolution, tu vois, de la création de contenu, la frontière entre entrepreneurs et créateurs? Bah, en fait, c'est hyper intéressant en fait, à quel point ça va vite là depuis 4-5 ans. Et tu vois, en fait, justement, à quel point beaucoup d'entrepreneurs deviennent des créateurs. Je sais pas, demain, il y aura peut-être un mot pour ça. On appellera ça des créapreneurs ou des créentrepreneurs. Je sais pas, on trouvera le mot qu'on veut. Mais en fait, à quel point aujourd'hui ça devient indispensable pour un entrepreneur d'incarner sa boîte, de réfléchir à sa marque personnelle et donc du coup de créer du contenu pour l'entretenir et pour l'animer. À quel point en fait aujourd'hui ça devient important dans un mix marketing d'avoir justement cette stratégie de créer des audiences, de créer des communautés pour générer de la croissance. Tu vois, ce qu'on appelle le community-led growth, ou toutes ces compagnies qui deviennent des media-led compagnies, ou des compagnies qui d'abord créent un média, ou alors qui font de la croissance en créant un média, ou qui créent un média pour faire de la croissance, ou qui font de la croissance en créant un média. Tu vois, il y a plusieurs facettes. Donc tout ça me passionne. J'essaye, moi, d'être un acteur important dans cette créateur économie, donc du coup de faire pour comprendre et de comprendre pour faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me spécialise uniquement dans ce milieu-là, avec moi, cette brique qui est celle de l'influence B2B et de comment les influenceurs créent du coup des médias et comment ils les monétisent et comment et permettre du coup aux annonceurs, aux marques de pouvoir avoir accès à ces nouveaux médias, un peu comme une régie, quoi, tu vois, pour pouvoir du coup faire de la brand awareness, gagner des nouveaux clients, faire de l'amplification de messages, enfin bref, tout ça, quoi. Là, clairement, sur Mont Blanc, tu as monté une première montagne, concrètement. Ce documentaire, c'est un peu une seconde montagne, si on peut le décrire comme ça, je pense. Clairement. Comment tu l'appréhendes? Parce que c'est aussi une première fois. Donc, comment tu l'appréhendes? C'est aussi une première fois. Et ça te pareil, fait peur? c'est quelque chose qui me stressait énormément. Alors, franchement, j'ai même une période où ça me stressait même presque plus que le Mont Blanc en lui-même. Aujourd'hui, étant donné que j'ai toutes les parties prenantes pour le faire, que du coup, je me sens entouré, tu vois. Tout comme le Mont Blanc, j'ai arrêté d'être stressé quand je savais que j'étais sur les rails, notamment grâce à Chloé et du coup et toute l'organisation autour. Bah là, en fait, notamment grâce à Mathis, je sais que je suis sur des rails et je sais que ça va être un bel objet, que ça va être bien fait. Et je gagne confiance aussi en moi là-dessus. Donc aujourd'hui, franchement, je suis pas si stressé que ça. J'ai acquis la conviction et la confiance qu'on va faire un bel objet, quoi. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre avec cette expérience? Bah en fait, comment on a l'idée d'un film, comment on produit un film, comment on réalise un film, comment on distribue un film. Et en fait, je suis déjà tourné vers le 2e, vers le 3e, vers le 4e, qui sont déjà des projets qui commencent à sortir de terre. Et je te dis, je suis en train maintenant de m'écrire un peu le playbook de comment on fait pour pouvoir maintenant le faire plus souvent et le faire de mieux en mieux. Parce que ça devient mon nouvel objectif de vie, quoi. Clairement. On va faire un peu de teasing sur la suite. Yes. Je veux parler du Grand Rex, mais sans en parler. Ok. C'est quoi la concrétisation de cette aventure pour toi? Ce documentaire, tout ça? Franchement, la concrétisation, c'est quand il sera enfin en ligne. Je pense que quand même, les chiffres vont être importants pour moi. Ça me ferait mal qu'il marche pas, le film. Ok. Ça me ferait mal qu'il soit pas vu. Tu peux donner des Alors, chiffres? le mot, c'est pas que ça me ferait mal, mais je serais déçu quand même, tu vois. Parce que quand même, ça sert aussi à un dessin. Ça sert, encore une fois, on est dans ces métiers de création de contenu et d'influence. Et mine de rien, à un moment donné, pour que ça marche, pour que tout le monde s'y retrouve, pour que aussi que les sponsors, je veux qu'ils soient satisfaits, et on est obligé de parler du reach, du nombre de vues, de l'engagement, de est-ce que ça va plaire aux gens. Et pour moi, ça va avec les deux. Tu vois, si ça plaît, ça va marcher. Ça arrive des fois des bons contenus qui marchent pas en termes de reach, mais tout de même, c'est rare. Tu vois, si ça marche,
Enfin, si c'est bien, ça doit marcher. Après, il y a beaucoup d'autres paramètres. Mais ouais, en vrai, si tu me demandes de donner des chiffres, moi, intérieurement, j'aimerais bien... il faut que ça fasse plus de 100 000 vues, quoi. Très vite. Et après, le documentaire vivra. Mais moi, déjà, si j'atteins ce chiffre de 100 000, je serais content. C'est un beau cap. C'est un beau cas pour le premier, tu vois. Ouais, carrément. Ça, c'est clair. Si on parle un peu du Grand Rex, j'aimerais que tu me fasses une phrase un peu... la concrétisation de ce projet, c'est de le mettre au Grand Rex, quoi. C'est une projection, tu vois. Et en plus, il y a une très, très, très belle histoire là-dessus. Et je jure que c'est pas du storytelling, que c'est une vraie histoire. Raconte-moi. C'est que... Et en plus, c'est trop marrant parce qu'au moment où je dis ça, je sais pas si... Non, on le voit pas dans la caméra, mais en plus, là, il y a un T-Rex. Le T-Rex de... Merde, comment il s'appelle cet artiste? Ah putain, je l'ai pas. Les gens l'auront, le petit T-Rex avec une couronne. Oui, c'est oui, c'est un Ah, artiste ça s'appelle, moderne, contemporain, très connu. Mais bref, bon, je suis dégoûté, je l'ai pas. Je l'ai plus non plus. Si le monteur m'écoute, Ouais, qu'ils mettent le nom, qu'ils mettent le petit tableau. Mais bref, non, le Grand Rex, en fait, du coup, ça sera que la deuxième fois de ma vie que j'y vais. Et la première fois de ma vie que j'y étais, c'est il y a pile 30 ans. T'imagines, c'était en 30 ans 1995. Ok. Et c'est la première fois que j'allais au cinéma. Et Ok. c'était déjà pour voir quand même quelque chose de révolutionnaire. C'était pour aller voir Toy Story avec toute ma famille. Donc, tu vois, je suis content de retourner au Grand Rex, cette fois avec mon film. Et je sais pas, le Grand Rex, encore une fois, c'est pour tout ce que ça représente parce que je joue le jeu quand même. Tu vois, par exemple, le Mont Blanc. Il y a des plus belles montagnes. Il y a des montagnes plus dures qu'on aurait pu faire. Mais il faut une marque pour que ça marque. Tu vois, désolé pour l'expression, mais pour attirer du monde autour de soi, que ce soit des sponsors, les bons castings, l'audience, etc., il faut quelque chose avec un branding fort. Et donc, c'est pour ça que le Mont Blanc, c'était parfait pour ce premier film. Et pareil, pour la distribution, quoi de mieux que le Grand Rex, qui est peut-être le seul cinéma connu, emblématique, que les gens vont connaître. Et donc, pareil, c'était important pour moi, pareil, de le faire là-bas. Il y a sûrement des plus belles salles, mais c'était aussi pour ça. Et puis, il y avait cette belle histoire. Première fois que j'allais au Cinoche, c'était le Grand Rex. Et c'est il y a pile 30 ans, en 95. Donc, voilà. Très beau. Donc en gros, t'es en train de me dire, il faut un Mont Blanc, il faut un Matisse Dumas, il faut un Grand Rex, quoi. En vrai, c'est le bon triptyque, tu vois. C'est pourquoi aussi j'ai fait tout ça. En fait, je joue le jeu de l'artistique, mais je joue le jeu du financier. Et je joue le jeu des enjeux de partenaires qu'il y a aussi derrière. Parce que, encore une fois, sans les partenaires, sans les sponsors, il n'y a pas de création de contenu, il y a moins d'ambition, on va dire, dans la création de contenu, parce que c'est grâce aux moyens qu'on peut se les donner, du coup, pour faire des choses mieux. Donc, pour que tout ce monde-là vive en harmonie et soit content, il faut qu'il y ait de l'argent et il faut qu'il y ait de l'audience, quoi. Si on parle un peu de la suite, je sais que tu l'as un peu évoqué, tu l'as un peu teasé. Je sais pas si tu as envie de parler exactement des projets, etc. Je te laisse libre là-dessus. C'est quoi les prochains défis que tu as envie de faire? Là, je suis en train de travailler sur un défi. Ouais, vas-y, je peux en parler parce que en vrai, j'aime bien, tu vois, le fait de dire, ça t'engage un peu. Et puis ça sort pas tout de suite, donc tu as un peu de marge au pire. Ouais, mais dans tous les cas, je préfère que ça m'engage. Là, je suis sur un projet, alors du coup, plus local, hein, tu vois. J'aimerais bien faire un défi, genre une semaine dans les Pyrénées et on monte les 5 plus grosses montagnes des Pyrénées, tu vois, un truc comme ça. Donc là, je suis en train de monter ce projet. Pareil, je suis plutôt bien avancé. J'aimerais bien faire un truc que tu as déjà fait toi. J'aimerais bien faire pareil le GR20 en une semaine max. J'ai ça comme projet. Je fais une parenthèse aussi là-dessus, c'est que pourquoi aussi moi ça me nourrit au fait aussi ces projets, plus que le côté artistique. C'est que moi aussi ce que j'ai aimé cette année, c'est la rigueur que je me suis mis dans le sport et dans l'hygiène. Et tu vois, mine de rien, j'ai 37 piges et ça devient quand même des sujets qui deviennent importants pour moi. Et moi, je suis quelqu'un qui peut très vite être indiscipliné sur ces sujets-là. Et en fait, moi, si j'ai pas d'objectif, je vais avoir du mal à me faire mal pour me faire mal, quoi, tu vois. Donc, pour moi, ça va être important pour maintenant dans ma vie d'avoir toujours des objectifs sportifs pour rester en fait dans ces habitudes et dans ces bonnes habitudes que j'ai prises. Ça veut pas dire que je vais vivre comme un moine, mais ça veut dire qu'à un moment donné, faut être sérieux, quoi, tu vois. Je donne un exemple, tu vois, avant-hier, j'étais en super dîner avec des potes, on a bu des bières, on a bu du vin, mais à 23h, j'étais au lit. Franchement, il y a un an, j'aurais jamais été au lit à 23h. Parce que j'aurais voulu aller plus loin, j'aurais voulu sortir, j'aurais voulu faire autre chose après. Voilà, maintenant, on est mardi soir, ça sert à rien. Tu vois, j'ai ces petits trucs de discipline qui font que je veux les garder
pour pouvoir être encore une fois être en meilleure santé, mieux me sentir dans mes pompes. Donc voilà, il y a ce projet dans les Pyrénées, il y a ce projet de GR20. Et puis bon, je peux le dire, en vrai, j'ai envie de remonter le Mont Blanc et pourquoi pas le refaire dès l'année prochaine avec une autre équipe, tu vois. Marrant, ça devient un rituel. Franchement, ça peut devenir un rendez-vous, imagine. Ce serait énorme. Le Mont Blanc 2, le Mont Blanc 3, le Mont Blanc 4. Et à chaque fois avec des... Là, pour le coup, je n'en dis pas plus, Ouais, mais on dit pas plus. j'ai Ouais. une idée derrière la tête pour cet épisode 2 qui fera que ça serait vraiment spécial, jamais fait, et ça peut être un projet assez lourd, quoi. Il va nous ramener un rameur sur le toit de l'Europe, on va rien comprendre. Ça a déjà été fait. Si on finit sur les apprentissages pour finir cette interview, tu as là, de toute cette année, alors je te parle entrepreneuriat, mais plus largement aussi personnel, tu l'évoquais à l'instant, peut-être tu vois, sur la santé et tout. Qu'est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce que tu as envie de partager pour que les gens, tu vois, ils apprennent aussi un peu? Bah, c'est vrai que sur cette année, en fait, la question, c'est quoi? C'est quand même plutôt sur l'aspect physique, santé, etc. Non, sur globalement. Toi, tu me citais la santé, Ouais. etc. C'est un truc que tu as appris sur toi. Bah déjà, ouais, voilà, c'est ça. J'ai appris que franchement, je suis quand même presque à fin. C'est horrible de dire je suis à la moitié de ma vie ou quoi, mais mine de rien, je suis quand même plus près de dire que je suis à de la moitié que je suis au début. Donc, à un moment donné, la carcasse, c'est ce qui te soutient. Il faut l'entretenir. Et tu vois, par exemple, c'est une question que je me posais pas du tout. Dans quelle santé je serais à 60 ans, 70 ans, à 80 ans. Et maintenant, je suis vraiment genre, si demain, je peux encore faire des randos avec ma femme, avec ma famille, avec mes amis à 70 piges, bah en vrai, j'espère que je pourrais le faire. Et ça passe par une hygiène de vie qui commence maintenant. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme un moine. Je suis loin d'être un exemple à suivre tout ça. Je ne suis pas un anti-alcool, je ne suis pas un anti-viande, je ne suis pas un anti-sucre, je ne suis pas un anti-gras. Mais il faut quand même maintenant commencer à faire attention à certaines choses. Et ça, du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris en considération cette année. Donc ça, c'est la chose que j'ai apprise. La deuxième chose, si je suis déjà quelqu'un qui a confiance en soi quand même. Et ça, je pense que c'est difficile d'être entrepreneur si tu n'as pas confiance en toi. Après, il y a la bonne confiance et il y a la mauvaise confiance. Moi, des fois, j'ai eu la mauvaise confiance en moi qui m'a fait faire des conneries par ego, par orgueil, par... il ne faut pas être un but de sa personne, etc. Il faut avoir de l'ego, mais c'est la limite, elle est difficile entre l'ego mal placé, bien placé, etc. Ouais. Mais du coup, pareil, j'ai appris à me faire encore plus confiance parce que vraiment, j'ai passé un été particulier quand même, tu vois. Enfin, c'était un été très stressant pour moi parce que vraiment, je me suis mis une pression énorme. Et en le faisant, tu vois, je me suis dit, bah, c'était dur, mais bien sûr que oui, que j'étais capable de le faire. Et ça, j'aurais dû avoir une plus grande conviction de ça bien avant, parce que franchement, j'ai eu 2 mois quand même. Tu vois, franchement, c'était irrespirable pour moi, tu vois. Et ça, pareil, c'est un truc que j'aurais appris, c'est aie confiance encore plus en toi, mon grand. Et ben, en tout cas, bravo pour cette aventure. Hâte de voir les suivantes. Merci. On a du bon contenu. T'as été bon dans l'exercice, hein, franchement. Hein. J'ai un peu l'habitude quand même. Tu devrais monter un podcast. Hein.